Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au rythme scolaire alors qu'une convention citoyenne sur le temps de l'enfant propose un grand bouleversement. Semaine de 5 jours, devoirs supprimés, journée plus courte si certains élèves décrivent leur journée comme épuisante, voire invivable. Certains spécialistes et professeurs alertent sur ces changements potentiels, notamment sur le niveau des élèves déjà déclassés. Se pose aussi la question du temps périscolaire et des activités proposées après les cours, ainsi que du personnel encadrant. On parle de tous ces sujets avec nos excellents invités autour de la table, et ce dans une minute. En culture, une exposition exceptionnelle et troublante au Musée de l'Homme qui expose des momies. C'est un voyage dans le temps et dans les rites funéraires de ces peuples qui nous oblige à nous questionner sur notre rapport à la mort et à la vie. C'est le propos de cette exposition. En conso, enfin, la Fédération française des trucs qui marchent à la rencontre des petites initiatives qui changent votre quotidien en Ile-de-France. Ce dimanche, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a rendu ses conclusions. Pendant 6 mois, 130 membres, parmi lesquels des élèves, ont planché sur le sujet et ont abouti à une vingtaine de propositions qui promettent de bouleverser l'ordre établi et le rythme scolaire de nos enfants. On en parle bien sûr avec nos invités autour de la table. Sophie de Tarlet, merci beaucoup d'être là. Vous êtes rédactrice en chef Le Figaro étudiant. Yannick Trigan, secrétaire national du Parti socialiste à l'éducation et conseiller régional d'Île-de-France. Également avec nous Emmanuel Garot. Vous êtes président de la Fédération des parents d'élèves, la PEP. Merci beaucoup. Avec nous également, dans quelques minutes, il va nous rejoindre Jean-Jacques Renard, le vice-président de la Ligue de l'enseignement en charge de l'éducation pour la Fédération de Paris. Sophie de Tarlet, je commence avec vous. Parce qu'avant de parler de ces conclusions, moi j'ai envie de comprendre pourquoi on a mené ces discussions, pourquoi est-ce qu'on a confié ces discussions à une convention citoyenne chargée de discuter finalement de l'organisation des journées de nos enfants à l'école. C'est un sujet assez récurrent, c'est ce qu'on appelle un marronnier, le rythme de l'enfant, de revenir au rythme chronobiologique de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, son rythme est plutôt calqué sur les besoins du lobby du tourisme, des enseignants, des problématiques des parents d'élèves qui doivent travailler et qui rentrent tard du travail. Et pas tellement, on ne tient pas tellement compte du rythme de l'enfant, et on s'aperçoit que les jeunes sont fatigués, dorment peu, pas assez, rentrent de l'école crevés avec des journées trop longues. Et puis on se compare aussi en Europe avec des rythmes très différents en fonction des pays européens, avec une Italie où on termine les cours à 14h. Donc c'est avec des vacances. J'ai regardé, les vacances d'été en France sont assez longues, mais pas tellement plus longues qu'ailleurs. Mais ailleurs, on a des petites vacances plus courtes, par exemple. Donc tout ça fait que régulièrement, on se penche sur cette question du rythme de l'enfant et de voir si on ne peut pas s'améliorer. Donc c'est pas mal d'interroger les gens, mais je trouve que ça a été quand même un peu long, un peu laborieux. 6 mois, je le disais, oui. 6 mois pour des choses qu'on sait déjà et qui vont... Voilà, donc je trouve que c'est une usine à gaz, mais bon. Voilà, on va continuer à décrypter tout ça, évidemment. Vous avez parlé du rythme biologique de nos enfants. J'aimerais qu'on écoute sur le sujet Jimmy Mohamed. Vous le connaissez, il est très médiatique, il s'exprime sur de nombreux sujets qui concernent notre santé. On l'écoute justement sur le rythme des enfants et ce qui serait mieux pour la santé de nos petits. 3 choses qu'il faudrait mettre en place à l'école, mais qu'on n'aura jamais le courage de faire. Premièrement, il faut débuter l'école plus tard. Les enfants, les adolescents, les lycéens ne sont pas programmés pour pouvoir aller à l'école à 8h. Leur horloge biologique est décalée. L'école devrait commencer au minimum à 9h. Deuxième chose, on devrait bien manger à l'école. Or, actuellement, ce qui se passe, c'est que l'alimentation n'est pas bonne. Les enfants mangent soit des pâtes, du riz, ils mangent pas d'entrée. Le dessert est pas forcément équilibré. Or, c'est un investissement. Si les enfants mangent correctement, si le repas est bon à midi, eh bien, on aura des enfants en meilleure santé, en meilleure forme, et c'est un pari sur l'avenir. Troisième chose, il faut changer les rythmes. Les sciences fondamentales, les apprentissages, c'est le matin. L'après-midi, les activités extrascolaires. Les enfants ne sont pas faits pour rester jusqu'à 17h, 18h sur une chaise, sur un bureau. Ils sont fatigués, ils n'ont plus d'attention. Ils devraient faire de l'activité physique, des activités extrascolaires, du théâtre, de la danse, de la cuisine, bref,
tout sauf ce qu'on fait actuellement, sauf qu'en réalité, il n'y a aucune volonté politique d'améliorer la situation. Tout sauf ce qu'on fait actuellement. C'est vrai que quand on écoute les préconisations d'un médecin, bon, ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet, mais beaucoup disent la même chose que Jimmy Mohamed, on se rend compte que c'est assez inquiétant par rapport au rythme scolaire qui est effectivement proposé à nos enfants. Mais Jimmy Mohamed vient de le dire, il manque une volonté politique. Mais elle a existé, cette volonté politique. Parce que les préconisations qui sont faites aujourd'hui, elles ne viennent pas seulement de cette convention, cette conférence citoyenne. Elles ont déjà été émises depuis des années et des années. Et ça fait des années qu'on demande aux enfants de s'adapter à la société plutôt que d'adapter la société au rythme des enfants. Mais entre 2012 et 2017, alors même que la France, aujourd'hui encore, est le seul pays au monde, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est chez nous, où la semaine scolaire est de 4 jours. Donc on a la semaine scolaire la plus courte et on a la journée scolaire la plus longue. Vous avez des piou-piou de 3 ans, j'ai été directeur d'école maternelle pendant très longtemps, qui arrivent le matin à 7h au centre de loisirs et qui repartent à 19h quand les parents reviennent les chercher parce qu'ils travaillent. Ça fait des grosses journées. Et sur le temps scolaire, c'est 6 heures. On est le seul pays au monde, donc on le sait. On le sait. Il y a eu entre 2012 et 2017 la mise en place d'une réforme qui a quand même permis, dans 20 000 communes, à plus de 5 millions d'enfants, de pouvoir bénéficier, comme Jimmy Mohamed l'indique dans l'interview, l'après-midi d'activités périscolaires, artistiques, culturelles, sportives. La plupart du temps, des activités d'ailleurs gratuites en certains endroits. On était passé en 2012 de 20% d'enfants qui pouvaient bénéficier de ces activités-là. À 2017, on était passé à 85% d'enfants. Et là, on luttait également contre les inégalités pour des enfants qui, à l'extérieur, n'avaient pas la chance. Parce que moi, mes petits-enfants, forcément, le mercredi, ils vont au conservatoire, ils vont au pôle, etc. Mais vous avez c'est pas le cas de tout le monde. Vous avez beaucoup d'enfants dans un certain nombre d'endroits qui ne peuvent pas y accéder. Donc, cette réforme, elle était en place. Elle a été balayée d'un revers de main par des décideurs politiques qui ont même d'ailleurs, cette année encore, il restait là, il reste 1200 communes en France qui appliquent toujours les 9 demi-journées. Eh bien, ces 1200 communes viennent de se voir supprimer sur le budget 2026, c'est prévu, la ligne budgétaire qui permettait d'aider les communes à financer ces activités. Donc on voit bien qu'il y a eu une volonté politique de s'aborder ce qui était une amorce de réforme avec les imperfections qu'elle avait, bien évidemment. Mais il y avait eu l'amorçage d'une réforme de ces rythmes pour lutter contre les inégalités. Emmanuel Garot, on comprend bien que ce qui bloque, et vous l'avez d'ailleurs très bien expliqué, Yannick Trigance, c'est l'inadéquation avec derrière cette société qui doit fonctionner aussi, les parents qui vont au travail, qui doivent trouver une solution pour réussir à déposer leurs enfants au bon moment, pour ensuite se présenter à l'heure au travail, idem le soir. C'est une des préoccupations des parents d'élèves aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, après, c'est très compliqué tout ça, parce que le document qui est ressorti des travaux de la Convention citoyenne, c'est un document de 250 pages que les médias, depuis 24 heures, résument à 20 points, dont ils exposent à peu près 10 points. À peu près. Quand on lit le document dans son intégralité, il y a beaucoup de choses qui partent d'ailleurs dans des directions très différentes. Par exemple ? Écoutez, il y a des points qui... Alors, on se focalise essentiellement là aujourd'hui sur la question du rythme scolaire, c'est-à-dire de la composition, de la structuration de la journée d'école. Peut-être parce que c'est ce qui impacte le plus de monde. Parce qu'effectivement, c'est ce qui marque le plus. Bon, après, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Dans certaines qui peuvent paraître un peu étonnantes ou surprenantes ou qui interrogent, comme par exemple l'idée de faire en sorte que chaque établissement scolaire soit en quelque sorte un campus susceptible de recevoir les jeunes, parfois même des parents, qui puisse être un point à partir duquel, par exemple, un parent pourrait avoir accès à une connexion Internet ou une ligne téléphonique pour exercer pleinement sa parentalité, en quelque sorte. Ça, c'est pas un peu accessoire, pardon, mais par rapport à justement la réorganisation ? Ça figure dans le document. Donc, encore une fois, c'est un document un peu fourre-tout, j'ai envie de dire, qui adresse beaucoup de sujets. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes intentions. Il y a des choses très contradictoires, ou en tout cas, sinon contradictoires, en tout cas très éloignées les unes des autres. On essaie de couvrir, je dirais, un peu toutes les difficultés que l'école peut concentrer, c'est-à-dire à savoir... Parce que c'est le résultat de discussions, on l'imagine bien, ces consultations citoyennes, elles ont soulevé un certain nombre de questions. La PEP est bien placée pour le savoir, parce qu'on a participé aux travaux, on a été auditionné
dans ce cadre-là. On a été amené à recevoir des informations à intervalles réguliers sur l'avancée des travaux qui étaient réalisés. Donc, on a pu suivre ça. Mais c'est vrai qu'au final, on se retrouve, comme le disait mon voisin, effectivement sur des propositions qui apparaissent comme étant plutôt une ressuscité de choses qu'on avait déjà entendues sur la réforme des rythmes scolaires. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la réforme de 2013-2014. Alors après, il y a une question qui contenait du bon pour vous ? Qui contenait certainement du bon, mais il y a volonté politique, mais il y a aussi capacité financière. Capacité d'exécution, on va y revenir notamment sur l'école la de question 5 du jours, périscolaire. a priori, c'est quelque chose qui nous semble plutôt positif, qui irait plutôt dans le bon sens. Notamment pour ne pas perturber le rythme des enfants et qui restent dans cette dynamique de la semaine à l'école. Oui, et puis pour une fois, alors il y a plusieurs choses, notamment c'est pas forcément simple pour certains parents qui ont des moyens financiers de s'organiser le mercredi avec parfois des surcoûts dans la garde des enfants, qui ne sont pas à la portée de forcément toutes les familles. Donc ça, c'est un élément évidemment à prendre en considération. Mais au-delà de tout ça, je vous dis, il y a une question financière. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ça a été mis en place sans se soucier de savoir si véritablement il y avait les moyens financiers, s'il y avait les moyens financiers partout. Et au bout de 2 ans, ça a fait pchit, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les moyens financiers, et en tout cas certainement pas de manière égale sur l'ensemble du territoire. On le voit avec le vote du budget en ce moment, c'est particulièrement serré, et donc on n'aura peut-être pas les moyens d'aller au bout. Et comme on peut supposer que la situation financière de la France en 2013 était peut-être un peu moins mauvaise qu'en 2025, on peut se poser des questions, effectivement. J'aimerais qu'on revienne, Sophie. Oui, une réaction. C'est vrai qu'on se compare beaucoup avec les autres pays européens. Maintenant, les jeunes voyagent plus en Europe. Et c'est vrai qu'on envie parfois les autres pays comme l'Italie, comme l'Angleterre, tous ces pays où finalement, même on va plus loin aux États-Unis, où l'après-midi, il y a un peu plus consacré aux activités extrascolaires qu'en France. Et ici, on voit nos lycéens qui finissent à 17h30, 18h. Et ça râle quand même. Je ne sais pas si un jour on pourrait organiser une scolarité peut-être plus efficace et moins longue, mais il y a quand même cette idée-là pour les familles, pour les jeunes. C'est pour ça que, veuillez m'excuser, mais c'est vrai que la semaine de 5 jours pourrait en partie répondre à cela. Après, effectivement, il n'y a pas 2 pays qui ont la même stratégie, la même politique. Il y a un peu de nature régionale. Les propositions qui viennent de sortir ressemblent un petit peu quand même à ce qui se pratique dans le nord de l'Europe. Principalement. Qui sont souvent des exemples cités en matière d'éducation. Qui sont souvent pris en exemple, mais après, au gré de la sortie des résultats PISA, ça peut varier. Pendant 2-3 ans, on a sorti la Finlande comme étant l'exemple type, et puis ensuite, on s'est dit, bah oui, mais en fait, non, les résultats ont l'air de s'effondrer. Je ne suis pas sûr qu'un modèle parfait existe. J'ai envie de vous dire que si vous prenez le modèle aujourd'hui le plus efficace, en tout cas en termes de capacité à former des élèves extrêmement bien formés et performants, c'est le modèle asiatique, et je pense que personne n'en veut en Europe. Yannick Trigan. Oui, une remarque, vous évoquiez tout à l'heure la question des congés d'été. Moi, je n'envie pas les autres pays pour nos enfants sur notre territoire. Vous avez des pays, la Turquie, il y a 12 semaines l'été, la Grèce, l'Italie, il y a 14. Que font les enfants pendant ces 14 semaines ? Ceux qui peuvent effectivement avoir des activités, c'est très bien pour eux. Mais encore une fois, moi je suis issu d'un département où le vendredi soir, les enfants, pour un certain nombre d'entre eux, posent le cartable et jusqu'au lundi matin, il ne se passe plus rien. Donc après, c'est un choix de société. Est-ce qu'on considère que finalement, ceux qui ont les moyens, il n'y a pas de problème, ils feront, et puis les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent et en fonction des familles, premier élément. La deuxième question, c'est la question des moyens financiers. Moi, je vais vous dire, ça me gêne un peu cette histoire-là. D'abord, bonjour. Pourquoi ? Parce que c'est un choix, c'est une question de priorité ? Exactement. Je vais vous expliquer. Un Mirage là, dont on nous parle en ce moment-là, un Mirage non équipé, l'avion, c'est 80 millions d'euros. Quand il est équipé, c'est 150 millions d'euros. Je crois qu'après, politiquement, il faut faire des choix. Et donc, de dire que ça va être compliqué financièrement, encore une fois, je renvoie ça à des choix politiques. Vous avez des communes qui ont fait le choix, au moment de la réforme des rythmes scolaires, effectivement, d'accorder la priorité budgétaire à la mise en place d'activités quand ils pouvaient trouver des intervenants. Ça n'a pas toujours été facile. Là, c'est la question des moyens humains, avec lesquels vous serez peut-être plus en phase que les moyens financiers. Mais sur les moyens financiers, il y a des communes qui ont fait le choix d'installer des caméras vidéo, d'autres de construire des ronds-points pour la circulation, et puis il y en a qui ont décidé d'investir pour les enfants. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi, puisque les budgets ne sont pas inextensibles, il y a des choix politiques. Et donc, est-ce qu'on considère que le rythme des enfants... Après, on ne peut pas tout opposer. Et le droit... Non, je n'oppose pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des choix à faire, on est obligé, c'est comme dans votre budget personnel, on met des priorités.
Et donc, la vraie question, hiérarchiser. Et donc, est-ce qu'on est prêt à faire de la question des enfants une priorité. Voilà. Jean-Jacques Renard nous a rejoint. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, vice-président de la Ligue de l'enseignement en charge de l'éducation pour la Fédération de Paris. Oui. On aimerait évidemment connaître votre avis sur les conclusions qui ont été remises après cette consultation citoyenne, notamment sur cette réorganisation du temps scolaire. J'aimerais surtout vous faire réagir sur ces horaires finalement assez compressés de cours, puisqu'on commencerait un peu plus tard le matin, on finirait un peu plus tôt dans l'après-midi, parfois dans le secondaire avec des cours plus court, justement. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Oui, mais c'est sur 5 jours. Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai souvent... moi, je me rappelle, il y a quelques décennies, on avait école déjà les 5 jours, y compris le samedi, toute la journée. Et on a rétréci ce temps scolaire jusqu'à faire disparaître une journée sur 5. Donc, sur le moment de la primaire, ça fait l'équivalent d'une année. Donc, on n'arrête pas de dire le niveau baisse, bon, encore, qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout, on fait porter à l'école de plus en plus de sujets. Dès qu'il y a un mal de société qui arrive, il faut que l'école y réponde. C'est aussi parce que, j'imagine, on pense que l'école est particulièrement structurante dans la construction des individus. Mais on en rajoute. Et puis, on a le discours récurrent, revenir aux fondamentaux. Ce qui est, si on revient aux fondamentaux, on abandonne quoi ? Et on en rajoute tout le temps, en permanence. Donc il faut réussir à faire plus de choses dans moins d'espace, moins de temps, voilà. Et en faisant en sorte de maximiser le niveau des élèves en sortie de cours. Exactement. Ça, c'est difficile. C'est impossible. On arrive à un moment où on le voit bien, où ça bloque. Avec les difficultés de recrutement actuelles liées à la baisse, disons, du statut de l'enseignant et quand même... et donc de l'attractivité du métier, bien sûr. Métier. Il y a une crise de désirabilité de la profession et on la voit à tous les niveaux. Oui, et à contrario, on entend dire que ce sont des privilégiés, qui ne travaillent pas assez. Donc il faut sortir un peu Donc restaurer la figure du professeur pour redonner envie... La figure et le statut. Et le statut. Et le statut. Sophie de Tarlet, par rapport aux choses qui sont proposées, vous l'avez dit, c'est vrai, parmi ce rapport qui est extrêmement dense, on extrait des propositions un peu choc, mais c'est aussi ce que retiennent ceux qui nous écoutent et ce qui les intéresse au premier chef. Ce qui interroge beaucoup de parents, c'est ces fameuses activités périscolaires. C'est un peu, OK, mais que vont faire mes enfants effectivement après 15h30 ou que vont-ils faire avant 9h si je dois les déposer plus tôt, avec l'idée de se dire par qui vont-ils être encadrés, que vont-ils effectivement faire, et est-ce qu'on a les moyens, désolée je reviens sur cette idée de moyens, de leur faire des choses intéressantes qui vont les aider à se développer et à se construire, puisque c'est ça l'enjeu de l'école. Oui, c'est important. Oui, bien sûr, l'activité extrascolaire, c'est très important, mais il y a une mesure, moi, qui je trouve intéressante, c'est de commencer le lycée, dans le secondaire à 9h. Ça, je pense que c'est Jimmy Mohamed en parlait. Uniquement au lycée ? Je trouve, pour le primaire, c'est assez compliqué. Puisque pour les parents, si vous commencez à 9h, vous pouvez difficilement l'amener à 9h. Oui, ou alors, il y aura forcément une heure de périscolaire en amont. Oui. Alors, c'est pas de l'école, mais c'est quand même de la présence à l'école. C'est quand même un peu fatigant. Donc, permettre à des lycéens qui sont quand même assez autonomes, voire à des collégiens, de commencer un peu plus tard, je trouve que c'est pas mal. Surtout qu'au lycée, souvent, on est un peu plus loin de son domicile. Enfin, vous qui vous occupez des lycées, vous savez c'est pas comme l'école primaire où on est juste à côté souvent. Donc ça peut être une bonne chose. Après, je trouve que le périscolaire et l'école en général, honnêtement, on a beau dire qu'on ne sait pas si le niveau baisse. Si, le niveau baisse, c'est un fait. Déjà, pendant longtemps, on a dit que ce n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, on a quand même, depuis quelques années déjà, PISA, et on peut se comparer avec d'autres. Donc, on ne peut plus arrêter de se mentir à soi-même en disant que, bien sûr, le niveau ne baisse pas. Donc, je trouve que, honnêtement, plus que le rythme scolaire, ou alors vraiment, c'est avec ça, c'est le niveau des élèves et ce qu'on apprend à l'école qui importe le plus, en fait. Et si le rythme scolaire peut aider, bien sûr, pourquoi pas. Mais quand même, c'est vraiment l'urgence. Moi, je m'occupe du Figaro étudiant, je vois des élèves qui sont en prépa, en classe préparatoire Hippocagne, Cagne, littéraire, qui doivent s'inscrire au projet Voltaire pour s'améliorer en orthographe. Donc en prépa littéraire, dans de très grands lycées parisiens. Du niveau moyen des élèves. C'est-à-dire que donc ça veut dire que ça n'a pas été fait au primaire.
Donc si on revient aux fondamentaux, je suis d'accord avec vous, c'est quand même un serpent de mer, ça revient toujours, revenir aux fondamentaux, ça fait 30 ans qu'on le dit, mais 30 ans que, oui, il faut le faire, en fait. Yannick Trigans. Mais alors, comment peut-on expliquer, au regard de ce que vous dites, du constat, que je vais peut-être un petit peu moduler sur l'histoire du niveau, dont je ne perçois pas très bien ce qu'on entend par niveau, mais 73% du temps, en France, de la scolarité obligatoire, 73% est consacré aux disciplines qu'on dit fondamentales. En Europe, c'est 50%. Donc, ce n'est pas une question de volume horaire. Là, on est à 73%. Et donc, quand on parle du niveau qui baisse, en fait, ce qui se passe dans notre système éducatif aujourd'hui, c'est que le gap, le fossé entre ceux qui réussissent le mieux et ceux qui sont en difficulté, c'est un fossé qui s'agrandit. C'est quoi, c'est du capital social, c'est du capital culturel? Attendez, juste, c'est facile de dire il y a ceux qui réussissent très bien. Moi, je parle de ceux, justement, qui réussissent très bien. Oui, parce que là, je parle de gens en hypocagne, je ne parle pas de gens en CAP menuiserie. Donc, je parle de gens que, parmi l'élite, eux aussi ont d'énormes problèmes. Le problème de niveau, il est pour tout le monde. C'est ça le sujet. Sauf qu'il est quand même... Alors, il est évidemment plus grave dans certains. Oui, mais quand des gens qui sont en hypocagne, qui ont eu mention très bien, ont des gros problèmes de lexique, de rédaction et d'orthographe, alors qu'ils ont eu mention très bien au bac. Donc, interrogeons-nous. On s'interroge pour le reste, évidemment. Interrogeons-nous comment, avec 73% du temps consacré aux enseignements fondamentaux, interrogeons-nous pourquoi il y a des difficultés. Notre système éducatif en France investit 30% de plus dans le lycée que dans le premier degré. Et donc l'enjeu, c'est l'enjeu du premier degré. Parce que les difficultés que vous évoquez à juste titre, c'est pas au lycée qu'elles apparaissent. Ah non, c'est en amont. Moi j'ai été enseignant en petite section maternelle. Et donc il faut mettre le paquet sur le premier degré, sur l'école maternelle et sur l'école élémentaire. On a un système qui finance à l'envers de ce que devrait être la priorité en matière d'investissement éducatif. Et donc, il faut... Je ne parle même pas d'augmenter le budget, vous voyez. Je sais pas, mais non, mais comme quoi... Le problème, il n'est pas du tout au lycée. Le problème, il est au primaire. Oui, mais donc, investissons là où les difficultés apparaissent. C'est déjà dans le premier degré. Jean-Jacques Renard, une réaction sur cette... volonté de supprimer les devoirs à la maison. Pardon, je me permets, j'avance un peu parce qu'il nous reste peu de temps. Pourquoi c'est important, les devoirs ? Bon, alors déjà, les devoirs sont interdits en école élémentaire. Depuis 1956, les leçons sont les devoirs écrits sont interdits depuis 1956. Voilà, et pourtant, mais les parents les premiers les réclament. Oui. Il y a une incompréhension de... Pas tous, hein, parce que j'ai élevé 4 enfants, je ne réclamais pas de devoirs. Il faut voir le sketch de Florence Foresti sur les devoirs. Je crois qu'on s'y retrouve tous. Déjà, ils sont inquiets quand il n'y en a pas, mais après, on sait bien que c'est une source d'inégalité et puis une source de tension à la maison, les devoirs. Et puis, quand on a des journées aussi longues que celles que l'on décrit, quand il faut s'y remettre le soir, c'est dur. S'y remettre le soir, c'est compliqué. Donc, alors, on avait lancé il y a quelque temps les devoirs faits, mais comme toutes les bonnes nouvelles, ça dure le temps d'un ministre et encore maintenant... Ça dure donc peu de temps. Ça dure peu de temps et puis la priorité passe ailleurs. Et même dans ce côté un peu éphémère des ministres qui se sont succédés depuis 2 ans, il y en a eu 6 ou 7. 7 en 2 ans. Voilà, on attend le 8e. Ça fait un tous les 6 mois. C'est même pas une année scolaire. Oui, moi je m'amuse au Conseil départemental de l'Éducation nationale à dire on a encore changé, on change de ministre à chaque fois. Il y a juste, je crois, Elisabeth Borne qui a réussi à faire 2 CDEN. Et donc ça crée évidemment une instabilité. Donc chacun arrive avec une idée, pourquoi pas, mais en fait on a vraiment besoin de continuité. Il faut arrêter de réformer tout le temps sans avoir évalué les précédentes réformes, sans s'être posé la question. Mais cette frénésie, même les enseignants, arrive un moment, ils disent on va attendre la réforme suivante, c'est plus possible de suivre. On l'a vu avec les classes, les groupes de niveau, ils sont déjà pas appliqués dans l'enseignement privé et puis dans l'enseignement public, ils sont assez peu mis en place ou contournés. Et donc on arrive avec... il y a une idée maîtresse. Alors peut-être que Tony, qui savent qu'ils vont être éphémères, ils veulent marquer leur présence. Mais c'est pas comme ça qu'on va établir quelque chose dans la continuité. Donc c'est vrai aussi pour les devoirs. Oui. Non, mais c'est certain que ça n'a pas tellement de sens comme complément de l'éducation. Ou alors, c'est très inégalitaire. Si jamais on considère que c'est nécessaire à l'évolution des élèves. Surtout qu'avec ChatGPT, la notion de devoir va être
vite fait, en fait, je pense. C'est aussi qu'à la maison, il y a des enfants, il n'y a personne pour leur faire... Moi, je vois mes petits-enfants, la somme de devoirs écrits qu'ils ramènent, je me dis, mais comment font les autres ? Quand vous arrivez le soir et que vous avez... vous refaites une deuxième journée quasiment. Et donc, on a les enfants épuisés. C'est beaucoup à demander à tout le monde, et notamment aux parents. Ça aggrave les inégalités entre les enfants. Oui, forcément, ça sollicite beaucoup les parents. Alors après, ce qu'on voit bien là dans les échanges qu'on est en train d'avoir, c'est que finalement, à travers la discussion sur les temps d'enfants, finalement, on s'efforce, on essaie d'adresser un peu toutes les difficultés que l'éducation nationale rencontre. C'est-à-dire les problèmes d'inégalité de résultats, les problèmes de fatigue, de mal-être des enfants. Bref, on essaie vraiment d'adresser tous les problèmes à la fois. Ça me semble un petit peu ambitieux. Ça sera forcément... Mais si on devait se concentrer sur quelque chose, alors pour vous, on devrait commencer par quoi ? Écoutez, je vais vous dire. Il y a certainement deux choses. La première... On a parlé tout à l'heure de hiérarchiser et de priorité. Oui. Vous avez vu, je joue ce jeu. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être un petit peu faire plus attention à la population enseignante. Les enseignants, c'est le cœur du système. Ce sont eux qui sont à l'école du matin au soir. Ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les élus, ce ne sont pas les journalistes. Ce sont les enseignants. Bien sûr. Et en l'occurrence, je trouve que dans le cadre de la Convention citoyenne, je trouve que les enseignants ont été un petit peu oubliés. Un peu mis à côté. Un petit peu mis de côté. Ils ont été auditionnés au même titre qu'en tant que fédération de parents d'élèves, on a pu être auditionnés. Mais je trouve qu'ils ont été un petit peu mis de côté, en tout cas auditionnés en tant qu'acteurs. Donc vous rejoignez les propos de Jean-Jacques Renard dans l'idée de dire qu'il faut revaloriser le statut de professeur ? Alors très certainement, même si encore une fois, il y a bien des raisons qui expliquent leur statut actuel, commencer par le déclassement des enseignants qui font partie prenante des classes moyennes, et donc qui font partie du déclassement des classes moyennes dans ce pays depuis déjà au moins une vingtaine d'années. Donc c'est pas un cas à part, malheureusement. C'est toute une classe, toute une catégorie, les classes moyennes, qui sont aujourd'hui en cours de déclassement. Et là-dessus, il y aura certainement beaucoup d'interrogations et de questions à se poser. Mais je pense qu'il faut faire très attention aux enseignants. Il faut faire attention aussi au fait que quand on dit que l'école aujourd'hui, il y a des classes qui peuvent commencer à 8 heures, c'est pas par hasard, si vous voulez. Il n'y a pas un chef d'établissement, en l'occurrence un adjoint d'établissement, qui en général se penche sur les emplois du temps, qui s'amuse à mettre une classe qui démarre à 8 heures. Oui, c'est pas pour embêter ni les élèves ni les parents. S'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce que vous vous retrouvez avec des contraintes en termes de ressources humaines, parce que vous pouvez avoir un enseignant qui répartit son travail sur 2 établissements, donc en fonction de ses disponibilités, de la disponibilité aussi des salles de classe. Mais de logistique du quotidien aussi. Absolument, et ça commence par là. Et ça, c'est un vrai problème. Et ensuite, je pense qu'il faudrait peut-être revoir la partie programme, justement. On abordait la question de l'essentiel du programme, du contenu des programmes. Par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure aussi, et là-dessus, consacré aux matières fondamentales. Je mettrais juste un tout petit point, c'est que dans le document, si vous le lisez, il y a en particulier un passage qui concerne le socle commun de compétences. Oui. Et sur cette partie-là, il est indiqué que le souhait serait un socle commun de compétences élargi, mais qui ferait partie néanmoins des évaluations, et dans lesquelles il serait élargi. Alors aujourd'hui, c'est une compétence comme par exemple la capacité d'expression écrite et orale. On voit assez bien, je dirais, le rapprochement que l'on peut faire avec les enseignements, par ailleurs, qui peuvent être dispensés dans l'établissement. Mais là, en l'occurrence, on va rajouter du bricolage, de la cuisine, des activités sportives, etc., etc. Ça touche quand même au cœur de l'évaluation des élèves. Je ne suis pas certain que ce soit forcément quelque chose à accepter de but en blanc. Yannick Trigance, si on doit présager de ce que vont devenir ces propositions qui ont été formulées par cette consultation. D'abord, je voudrais rappeler que les jeunes eux-mêmes se sont exprimés et ont produit un rapport tout à fait intéressant. Oui. Donc dans ces propositions, il y a les propositions des jeunes qui notamment évoquent la question des devoirs, évoquent des journées très longues. Moi, je partage ce qui vient d'être dit sur les enseignants. Hein. On a les enseignants les moins bien payés des pays de l'OCDE, les moins formés, qui ont le plus d'élèves par classe et qui font le plus d'heures. Donc là, on a un sujet. Ces propositions, moi, je souhaiterais évidemment qu'elles soient prises en compte. Je suis un petit peu sceptique. Très franchement. À la base, d'ailleurs, on rappellera que cette convention, convention citoyenne, a été demandée par le président de la République qui voulait raccourcir les vacances d'été. Et que c'est la seule proposition, le raccourcissement des vacances d'été, qui a été la plus fortement rejetée à 66%. Donc moi, je pense surtout qu'on voit qu'on est en dessous de la moyenne pour les vacances d'été. C'est ce que j'étais assez étonnée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on est à 8 semaines et la moyenne est à 9 semaines. La seule proposition qui l'a justifiée pour faire cette convention, et du coup, elle l'a plus rejetée. Mais ce que je pense, c'est que, vous voyez, tout le monde a un avis tout le monde ne va pas, la police, tout le monde n'y va pas, la justice, tout le monde n'y va pas, l'école, tout le monde y est passé. Et donc aujourd'hui, on a un sujet, ça a été un peu évoqué tout à l'heure sur les strates, c'est quelle mission
notre école de la République doit-elle aujourd'hui accomplir? Et je pense que ça, c'est un véritable sujet. Et que une convention citoyenne sur la question de l'éducation, parce qu'il n'y a pas que l'école, il y a tout ce qui est autour, 2/3 du temps de l'enfant, c'est en dehors de l'école, mais je pense qu'aujourd'hui se pose pour notre pays cette question-là, parce que plus personne sur ce sujet-là ne sait aujourd'hui quelles sont les véritables missions de l'école. Donc moi, sur votre question, je pense que ces propositions, moi je souhaite qu'on avance, et je souhaite qu'enfin la société prenne en compte les besoins des enfants. Je ne vous le cache pas, un petit peu sceptique. Encore que, sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve. On suivra évidemment le dossier dans l'émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le Musée de l'Homme propose une exposition fascinante sur les momies, des corps préservés qui suscitent notre fascination et nous troublent aussi puisqu'ils nous ramènent à la mort. La présentation de ces momies dans le cadre d'une exposition événement nous permet d'embarquer dans des capsules spatio-temporelles pour aller à la rencontre de ces peuples, de leurs rites funéraires et de leur culture. On en parle avec vous, Pascal Sellier. Vous êtes commissaire de cette exposition. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Comment est-ce que vous expliquez notre fascination, un peu morbide, il faut bien le dire, pour les momies? Qu'est-ce que ça dit de nous? C'est, je pense, une fascination. C'est ce qu'on a essayé d'évoquer au début de l'expo. C'est une espèce de fascination-répulsion. Voilà, la fascination, c'est celle un peu de la mort et de notre devenir. Ça me paraît assez évident. Et puis là, il y a une sorte, on pourrait dire, d'effacement entre le monde des vivants et le monde des morts, quelque chose comme ça. Vous posez d'ailleurs très rapidement une sorte de cadre éthique autour de cette exposition en expliquant comment sont conservés ces restes humains, puisque oui, il s'agit de restes humains. Derrière ces momies, il y a eu un être vivant et donc une vie et surtout une histoire. Une histoire, oui, absolument. Et donc le côté éthique, c'était un peu une sorte de challenge. Est-ce qu'on peut effectivement exposer des restes humains et essayer de faire comprendre au public pourquoi on les conserve et pourquoi on les étudie? Ça demande beaucoup de pédagogie? Ça nous a demandé en tout cas beaucoup de travail. J'espère qu'on a de la pédagogie aussi, oui. Notamment parce qu'on sait qu'au Musée de l'Homme, il y a énormément de familles qui viennent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont présents. Donc il faut, j'imagine, essayer de leur proposer un parcours qui ait du sens et qui résonne. Oui, il y a un parcours spécial enfant qui est conseillé vers les 8-10 ans. Oui. Je pense qu'on peut peut-être venir voir l'exposition plus tôt. Ça dépend un peu aussi de son degré de maturité et de sa sensibilité. Voilà, de ce que vos parents vous ont expliqué justement sur la mort ou vos enseignants, etc. Oui. C'est justement dans cette logique que débute le parcours, puisque la première partie de l'exposition est consacrée aux défunts mortifiés. Vous nous expliquez les contours de cette pratique funéraire qu'on attribue en partie à tort à l'Égypte antique. Où et pourquoi est-ce qu'on momifiait les morts ? Alors, on ne l'attribue pas à tort à l'Égypte antique, parce que c'est quand même un peu les champions de la momification. Les champions de la momification. Mais c'est très répandu en Amérique du Sud, c'est très répandu en Afrique, c'est très répandu aussi en Europe de l'Est. Oui, c'est encore répandu de nos jours. Donc on a voulu montrer effectivement que c'était, j'allais dire, un peu partout, de tout temps. Donc les plus anciennes, c'est les Chinchorro en Amérique du Sud. Donc c'est à peu près moins 7000, donc c'est bien avant les Égyptiens. Et puis il y a... comment on peut dire, toutes les motivations possibles. On peut momifier effectivement pour vivre dans l'au-delà, etc. On va dire. Ça, c'est une dimension très spirituelle. Voilà, très spirituelle, en rapport avec effectivement une vie future. Une vie à venir, oui. Voilà. Mais ça peut être pour des raisons extrêmement pratiques, de transport par exemple, pour transporter un mort pendant plusieurs mois. Pour le montrer au public, pour qu'il serve un peu d'exemple, comme les saints, les papes, Lénine sur la place Rouge. Autant d'exemples qui nous montrent qu'on avait tort, et c'est dans ce sens-là que je le disais, de le résumer à la momification qu'on connaît à l'Égypte antique, qui, c'est vrai, est un symbole, vous l'avez dit, ce sont les champions de la momification. Est-ce que c'est vrai aussi de dire que c'était globalement réservé aux élites de ces sociétés ? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend des sociétés, des groupes humains, etc. Et donc des motivations derrière la momification. Aussi. Donc en Égypte, par exemple, au début, c'est effectivement que la classe vraiment supérieure, les pharaons, et puis au Nouvel Empire, vers 1500 avant, ça va être tout le monde. D'accord. Tout le monde, mais évidemment, pas tout le monde de la même façon. Donc il va y avoir des momifications, on va dire, de luxe et d'autres plus courantes. Donc il y a quand même, on retrouve la stratification sociale, mais différemment.
Et c'est ce que vous nous expliquez dans une seconde partie, où vous nous proposez justement de nous arrêter plus longuement sur les rites funéraires, ce qui constitue la pratique. La première inspiration vient de la nature. C'est intéressant de voir comment ces peuples se sont inspirés de ce qu'ils avaient autour d'eux pour essayer de comprendre, ce qui permet peut-être d'améliorer, de maximiser la pérennité de ces corps. Ces peuples ont observé avant de dupliquer certaines techniques ? Oui, probablement. Là, évidemment, ce sont que des hypothèses, mais oui, très certainement, parce qu'il y a des milieux, comme les milieux désertiques, qui favorisent la momification. Il y a aussi des choses assez banales. Les gens savent comment conserver ou fumer la viande, et il y a une technique qui consiste à boucaner, donc effectivement, à faire dessécher un cadavre sur un feu, donc c'est un petit peu la même technique. Donc il y a plein de choses comme ça, et parfois on favorise aussi la momification naturelle, en plaçant justement le cadavre au bon endroit, dans les bonnes conditions, etc. Vous présentez 5 chaînes opératoires qui représentent 5 méthodes de momification, parmi lesquelles celles pratiquées notamment pendant l'Égypte antique, qu'on peut redécouvrir au travers d'un écran tactile. Si on zoome sur cet exemple-là, qui est, on l'a dit tout à l'heure, peut-être un des plus structurants, un des plus connus aussi, oui. À quoi ça ressemblait? Quelles étaient les étapes importantes? Les étapes importantes, donc elles sont retracées effectivement à travers une petite vidéo et puis des petits pictogrammes. Donc on commence par on va dire une toilette, etc. Bien sûr. C'est très classique. Ensuite, il y a une éviscération, donc qui concerne tous les organes de l'abdomen et du thorax, sauf le cœur. D'accord, sauf le cœur. On laisse le cœur en place parce que c'est le siège de l'esprit et des émotions, et il faut que justement l'esprit puisse réhabiter le corps une fois qu'il va passer dans l'au-delà. D'accord, donc on laisse le cœur, c'est très important. On laisse le cœur, voilà. Et on va mettre chacun des viscères, donc le foie, l'estomac, les intestins et les poumons, dans un vase différent qu'on appelle les vases canopes, qui sont la figure des fils d'Horus. Et puis on enlève également le cerveau, hein, donc par voie nasale, en cassant un petit os qui s'appelle l'ethmoïde. Et là, on ne le conserve pas, parce qu'on l'enlève dans des conditions... complexes, oui. D'accord. Et puis ensuite, on va rembourrer le corps, on va l'enduire essentiellement d'un sel qui s'appelle le natron, qui se trouve de façon naturelle en Égypte, qui va permettre de conserver et on va dire, de poursuivre la dessiccation. Et puis, il y a un ensemble de baumes, de myrrhe, d'encens, de végétal, etc., mais bon, qui est plutôt, qui n'est pas essentiel à la momification. Qui fait partie aussi peut-être de cette dimension plus spirituelle et de ces rites sacrés qui viennent entourer. Ça fait une bonne odeur, enfin tout ça. D'accord, donc ça c'est pour l'Égypte antique. Voilà. Vous nous en avez dit un mot tout à l'heure, mais vous présentez aussi la momification par boucanage ou encore la momification temporaire des Marquisiens. J'ai évidemment tiqué sur le mot temporaire. Là, je me suis projetée dans un film d'horreur avec un truc qui se relève et qui marche tout seul. J'ai eu très peur. Oui, non, c'est pas pour ça qu'elle est temporaire. D'accord. Mais c'est effectivement une momification qui ne va durer qu'un temps, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et ensuite, on va tout simplement enterrer la momie dans un cercueil particulier qui est en forme de pirogue, parce que les défunts doivent gagner un au-delà qui se situe sur une île. Donc, c'est poétique. Oui, tout à fait. Mais on les enterre dans un cercueil pirogue. Et longtemps après, on va venir récupérer un certain nombre d'ossements, etc., jusqu'à faire cet objet qu'on présente, qu'on appelle traditionnellement un crâne trophée, mais qui est plutôt un crâne d'ancêtre. Donc c'est le crâne avec la mandibule, associé avec des liens, parfois décorés. Donc celui qu'on présente, il a des dents de cochon. Parfois, ils ont de faux yeux en nacre, etc. Donc c'est une sorte, d'ancêtre qui va rester là. Et c'est le stade ultime après, mais c'est bien des années après la momification. Vous nous présentez dans cette exposition quelque chose que je savais, mais que j'ai redécouvert grâce à vous, c'est l'intérêt des plus grands musées du monde pour ces momies, des momies qu'ils ont voulu évidemment intégrer à leur collection. C'est une fascination incroyable, c'est des quêtes très importantes et un exemple incroyable nous est donné avec la dépouille de Ramsès II en 1976, qui est très abîmée, qui est envoyée à Paris pour y être restaurée et qui est accueillie comme un chef d'État. On se souvient de cette parade place de la Concorde autour de l'obélisque. Elle y sera étudiée par 80 chercheurs durant 7 mois. C'est quelque chose d'inimaginable. Elle est accueillie comme un chef d'État. Ramsès II à Paris. Tout à fait. Il y a des images saisissantes où les ministres sont au pied de la passerelle
la garde républicaine sabre au clair pour accueillir donc la caisse qui contient. Dernier hommage à Ramsès II. Voilà, et ça dit quelque chose de la fascination. Oui, tout à fait, mais c'est aussi rendre un certain hommage à sa stature de chef d'État, bien sûr. Et puis donc, c'était aussi l'honneur du Musée de l'Homme de l'accueillir pendant 8 mois pour l'étudier. Et ensuite, il a été assaclé pour être irradié par du cobalt pour détruire les champignons qui l'envahissaient. Est-ce que cette fascination des musées, et puis certaines dérives aussi avec la création de fausses momies, une sorte de marché noir de la momie, dit autre chose, dit une forme de commerce un peu morbide aussi autour complètement, oui, tout à fait. Il y a à la fois ce commerce un peu morbide, une espèce de fièvre de collection. Donc, après c'est un objet qu'on collectionne, c'est particulier. Ah oui, complètement, oui. Mais dès le Moyen-Âge et surtout la Renaissance, on trouve quelques momies dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Oui. Et puis ensuite, alors évidemment, avec l'expédition d'Égypte et puis les explorations en Amérique du Sud, alors là, ça va devenir un peu la folie. Et donc, ça va susciter effectivement, donc nous exposons une fausse momie dont on s'est aperçu assez tardivement en la radiographiant, qu'il n'y a absolument aucun reste humain dedans. Voilà. Au muséum, vous disposez d'une très belle collection. Oui. 70. 70 corps complets, plus beaucoup de fragments, et puis beaucoup d'autres restes humains sous forme d'ossements. Oui. J'imagine que certains musées en Égypte, peut-être le musée du Caire, est particulièrement bien doté. Ah oui, bien sûr, oui, c'est eux qui ont la collection la plus importante au monde, de par cet héritage, évidemment. Vous nous parlez aussi de ce que sont ces momies. Ces momies, elles sont scrutées parce qu'elles racontent une histoire, une culture, la vie d'un peuple, sa spiritualité, ses rites, ses coutumes. Finalement, c'est aussi une mine d'or scientifique, sociale et culturelle. Ça nous apprend plein de choses. Ah, complètement, oui. Nous, on dit couramment que ce sont des archives biologiques et culturelles. Et donc, effectivement, il y a tout le côté culturel, les pratiques funéraires, j'ai parlé des hiérarchies sociales, mais ça peut être aussi la mode, hein, les vêtements, la coiffure. Donc, c'est des choses qu'évidemment, on n'a pas quand on n'a que des ossements. Et puis, il y a tout le côté biologique, les maladies. Qu'est-ce que ça apporte aux scientifiques d'aujourd'hui qui continuent à mener des travaux sur ces momies? C'est notamment le cas à Paris. Ne serait-ce que pour cette exposition, par exemple, on a fait un certain nombre de recherches de provenance, donc ça c'est dans les archives. On a fait aussi redater certaines momies. En particulier, on expose un garçon gallo-romain qui a été découvert en 1756, qui a gagné assez vite le cabinet du roi, qui est l'ancêtre du muséum. Et donc on était très étonnés d'avoir une momie gallo-romaine, en fait, parce que c'est pas du tout ce qui se pratique en Gaule à cette époque-là. Et on a fait dater et les bandelettes et les cheveux du jeune garçon. Et c'est bien. Les choses se sont vérifiées. Les choses se sont vérifiées, absolument. Oui, c'est 200, 250 après Jésus-Christ, c'est le Haut-Empire, c'est gallo-romain, il n'y a pas de problème. Incroyable. On ne sait pas pourquoi il a été traité de cette façon-là, en revanche. Un dernier mot peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent y aller en famille, de ce qu'il y a autour de cette exposition, parce qu'on sait que c'est toujours très riche. Au Musée de l'Homme, il y a un certain nombre d'ateliers, de visites, de conférences qui sont proposés. Oui, absolument. Oui. Il y a une conférence dite inaugurale qui est le 1er décembre. D'accord. Voilà, il y a des ateliers pour les enfants. Et puis, il y a aussi, on ne l'a pas évoqué, dans l'exposition, un certain nombre d'œuvres d'art contemporain. Oui, qui font écho à ces... Voilà, qui font écho, qui évoquent la mort, les gisants, etc., qui permettent à la fois de prendre un peu plus artistique aussi. Voilà, un peu de distance et un peu de réflexion supplémentaire. Merci beaucoup, Pascal Sellier, d'être venu nous parler de cette très belle exposition, une exposition fascinante au Musée de l'Homme consacrée aux momies. C'est à découvrir absolument. Merci beaucoup, à très bientôt et on passe tout de suite à la conso. Merci. Aujourd'hui en conso, on vous parle de ces initiatives qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent. Ce sont les trucs qui marchent. Et il y a une fédération française qui y consacre sa mission. On va en parler parce qu'il y a de très nombreuses bonnes idées à prendre en Ile-de-France, sur notre territoire. Raphaël Ruger, merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette fédération française des trucs qui marchent. C'est quoi un truc qui marche ? Ce sont 3 critères très simples. Un truc qui marche, c'est une initiative qui est née dans une commune, portée par les élus, qui a fait ses preuves et qui est duplicable ailleurs en France. Quand vous dites qui a fait ses preuves, ça veut dire qu'il a été validé par ceux qui habitent ce territoire ? Tout à fait. En fait, on fait le tour de France depuis maintenant 4 ans. On va à la rencontre des élus locaux qui nous présentent leurs initiatives. Alors, ça peut être lié à du logement, à des mobilités, à de la solidarité. Et donc, les habitants témoignent également, nous disent s'ils ont entendu parler de cette initiative, s'ils en ont déjà bénéficié, si ça leur plaît. Et puis, il y a parfois des trucs qui marchent où visuellement, on se dit, mais évidemment, c'est mieux maintenant. Est-ce qu'il y a une histoire derrière la création de cette fédération ? Comment l'idée vous est venue ?
C'est l'idée d'une rencontre avec Grégoire Bourgeois, qui est un passionné d'action publique, qui a travaillé en collectivité, à l'Assemblée nationale, en ministère. Et puis moi, un jeune élu d'un village qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon dans le département du Cher. J'avais envie de faire un tour de France à la rencontre des élus. Et lui avait un vieux rêve de Fédération française des trucs qui marchent. Et donc ce premier Tour de France n'a été que l'outil au service de sa mission. C'est génial, c'est une très belle histoire et on imagine les rencontres avec ces élus qui doivent porter ces projets avec beaucoup de fierté. Il y a aussi un message derrière d'espoir, de dire à ces élus qui se battent dans leur territoire, parfois avec peu d'aide des pouvoirs publics, moins d'aide de l'État. On voit que le budget se resserre, se contracte et qui se disent non, moi je développe dans ma commune des initiatives qui marchent et je réponds aux besoins de mes administrés. Ah mais c'est un beau message pour tous, c'est de se dire que tout ne va pas si mal en France, que quelle que soit la thématique, il y a des trucs qui marchent, quelle que soit la taille de la commune également, puisqu'on est allé dans des petits villages, dans des villes moyennes, des villes de banlieue, des très grandes villes. On doit être aussi le plus malin, faire preuve d'ingéniosité et trouver des solutions. Tout à fait. Et les élus regorgent d'imagination, de talent pour trouver des initiatives. On a rencontré plus de 400 élus et identifié 70 trucs qui marchent, dont on parle d'ailleurs dans le livre qu'on vient que vous nous avez apporté. Sortir. On peut le montrer ? Mais voilà, je suis heureux de vous l'offrir. Merci beaucoup, c'est adorable. Je vais le montrer tout de suite. Le Tour de France, des idées qui nous rapprochent. Oui, parce que l'idée, c'est aussi d'aller au contact de nos territoires, au contact de ces élus. Justement, au travers de ce Tour de France, est-ce que vous avez identifié des verticales, des problématiques et des propositions donc, qui sont dominantes, qui sont structurantes? Vous avez parlé du logement tout à l'heure. On sait que la sécurité est aussi un sujet qui nous concerne tous. Vous avez parlé de la solidarité. Évidemment, c'est hyper important. Il y a des verticales comme ça qui sont plus fortes que d'autres? Oui, tout à fait. Il y a aussi l'alimentation, puisque les communes, via les cantines scolaires, les repas qui sont portés à domicile, le maintien d'agriculteurs sur le territoire, toute cette notion de se déplacer et être capable de lutter contre l'isolement de certaines personnes, retrouver un accès à des services, à des loisirs, contribuer aussi à l'embellissement de nos villes et de nos villages, ça c'est très important. Ça c'est un sujet qui m'a intéressée puisque je me suis noté une initiative, oui c'est là, à Argenteuil, un parcours de fresques monumentales dans la ville. Je me suis dit, c'est une très bonne idée, c'est nécessairement positif, mais là on est plutôt dans l'ordre du subjectif par rapport à d'autres exemples que je vais citer. Là c'est du beau, mais certains pourront vous dire moi je comprends pas bien pourquoi on a mis des fresques monumentales. Oui, et pourtant, on n'a jamais eu autant besoin de s'émerveiller. Oui, c'est vrai. Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». Et d'ailleurs, c'est le nom d'une initiative qui est née à Saint-Dizier et qu'on décrit. Dans le cas d'Argenteuil, c'est un territoire qui est connu pour ses impressionnistes, mais on en a presque un petit peu oublié le sens. Les constructions des années 60 et 70 ont transformé ce paysage. Et finalement, de venir exploiter les pignons, un peu inhospitaliers, pour que ces pignons soient le support d'œuvres d'art monumentales, avec des artistes locaux, mais aussi des artistes internationaux, c'est remettre le beau au cœur de la ville et faire de l'émerveillement quelque chose d'accessible à tous. En Ile-de-France, à Meudon, un ancien kiosque de presse a été transformé en comptoir de produits frais, en circuit court. Là, c'est typiquement une illustration d'un truc qui marche. C'est une idée super. Mais complètement. Et puis, c'est d'autant plus un truc qui marche que ça se duplique, puisque maintenant, il y a une dizaine de Clayettes, le petit nom de cette initiative en Ile-de-France. Mais tout à fait. Et puis c'est très sympa de se balader à Meudon, de passer devant cet ancien kiosque à journaux qui était désaffecté et qui a été mis à disposition d'un jeune entrepreneur qui est aussi agriculteur et qui aujourd'hui vend des produits issus de circuits courts. Donc, c'est un rayon de 100 km autour de Meudon. On y trouve aussi bien des poires du Loiret que de la viande issue d'un élevage dans la Somme. Donc c'est quelque chose qui marche et qui se duplique. Et on sait à quel point les citoyens le demandent. Ils veulent des circuits courts, ils veulent savoir d'où viennent leurs produits et ils veulent soutenir nos agriculteurs. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a des choses qui ont l'air d'être juste du bon sens et pourtant on imagine bien derrière qu'il faut des élus qui sont motivés, qui portent ces projets et surtout qui vont au bout. C'est le cas à Épinay-sur-Seine, au pied des tours HLM, un point d'eau pour que les enfants puissent tout simplement se rafraîchir et s'amuser l'été. Ça a l'air tout bête. Oui, mais la place René Clair, elle a été complètement transformée par l'action publique avec Eugénie Pontier, qui est une élue qui nous a accueillis. Cette place, elle était assez inhospitalière il y a encore quelques années. C'est un urbanisme de dalles, avec des coursives, avec des grandes tours. C'est assez froid. C'est une ville qui s'est beaucoup transformée grâce à des programmes de rénovation urbaine, qui est aujourd'hui très agréable. Et l'été, il y a encore ce petit sujet, en période de canicule, où les enfants n'ont pas vraiment d'espace où aller se rafraîchir. Ils ne partent pas tous en vacances
vacances. Et finalement, ce grand miroir d'eau, qui déjà est esthétique, mais a permis de ramener du ludique dans les espaces publics. C'est situé juste à côté de la médiathèque. Et en période de forte chaleur, les enfants viennent avec leurs petites serviettes, jouent au pied des tours. La médiathèque vient aussi faire des animations et proposer des livres en extérieur. Et c'est redevenu un espace de convivialité, une place de village. Un lieu de vie. Exactement, tout à fait. Vous avez parlé de ces propositions ludiques et utiles. C'est le cas aussi à Ory-la-Ville, où il y a des silhouettes d'animaux qui font ralentir les voitures. Moi, j'adore parce que c'est piégeux, c'est malin. C'est une bonne idée, encore une fois. Non, mais c'est assez rigolo et ça montre bien... C'est ingénieux. L'imagination que peuvent avoir les élus. Et Nathanaël Rosenfeld, qui est le maire, nous a emmenés en promenade le long des routes départementales qui traversent Ory-la-Ville. Et c'est vrai, la circulation routière, les excès de vitesse sont un problème de sécurité. Et donc ces silhouettes d'animaux en métal permettent de faire ralentir les automobilistes, interpellés par ces obstacles visuels sur le bord de la chaussée. Et ça n'abîme pas, pour les automobilistes qui nous écoutent, les jantes, les pneus et les freins, puisque voilà, naturellement, on ralentit. Une information importante aujourd'hui, puisqu'on est au cœur de l'actualité avec cette journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes à Montfermeil. Pour lutter contre les violences justement faites aux femmes, un magazine a été produit. Ça sensibilise déjà et on sait à quel point c'est important de commencer par avoir accès à l'information, de savoir comment réagir, tout simplement d'avoir l'information. Alors c'est un sujet de tous les jours, mais c'est un sujet qui a aussi deux dates dans l'année, le 25 novembre et le 8 mars, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Chaque 8 mars, la municipalité de Montfermeil distribue un magazine intitulé Violence, qui reprend tous les codes de la presse féminine, les Vogue, les Féminins, les femmes actuelles. Et même les Madame Figaro. Mais tout à fait, bien sûr, et on est au bon endroit pour en parler. Et donc ces codes sont un petit peu détournés pour parler des sujets de violence faites aux femmes. Donc le prochain numéro sortira le 8 mars. On a parlé de l'emprise dans un précédent numéro. Et l'idée, c'est qu'il y ait tous les numéros d'urgence qui soient facilement accessibles et que toutes les femmes, qu'elles sachent lire ou pas forcément d'ailleurs, puissent être interpellées par un texte, une image et contacter les bons services, les services sociaux, les services de police de proximité. Parce qu'il y a un numéro d'urgence, ça peut déjà sauver des vies. Et puis, il y a un argument essentiel que Jenna Diarra, l'élu qui porte ce sujet, martèle. On sait que c'est un truc qui marche à partir du moment où il y a une seule femme qui a pu être sauvée grâce à ce magazine. C'est le cas et ça se duplique là aussi. On parlait d'Épinay-sur-Seine tout à l'heure, on parlait de Meudon encore un peu plus tôt, deux communes qui ont dupliqué l'initiative. Oh, c'est génial. Il y a des concepts qui s'exportent, se déploient. C'est le cas de Vélib qui est implémenté finalement d'une autre manière. De Vélib, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Vélib, on le connaît bien dans les métropoles, à Paris. Il y a un territoire dans les Vosges, là où on se dit, tiens, le vélo, c'est pas forcément le moyen de locomotion. C'est marrant que ça soit Vélib à Paris qui donne des idées sur le vélo dans les Vosges. Ah, mais complètement. Alors, les Vosges, ça grimpe. L'hiver, il peut faire quand même froid, mais comme le dit Thomas qui porte ce projet, impossible n'est pas vosgien. Et aujourd'hui, il y a plus de Vélib par habitant à Épinal et dans son agglomération qu'à Paris. Et chaque vélo est utilisé 4 à 5 fois par jour en moyenne. C'est énorme. Et ça remplace la deuxième voiture, qui est souvent la plus coûteuse dans les foyers. Ça permet à des jeunes collégiens, lycéens d'aller faire des activités sportives ou même de se rendre d'ailleurs en cours en toute liberté grâce à ce système. Et on imagine très bien le succès de la Fédération française des trucs qui marchent avec ces quelques exemples très concrets qui nous parlent et qui parlent de notre territoire. Vous avez d'ailleurs fait une soirée qui a très bien fonctionné. C'était lundi dernier au cirque d'hiver Bouglione. On était 1600 à être réunis pour écouter. J'ai vu Édouard Philippe arriver dans une... Mais oui, mais tous. Gilles de Mons-Sartoux, Alexis de Levroux. Voilà, on met en avant des élus, quelle que soit la taille de leur commune, quelle que soit leur notoriété d'ailleurs. Dans le cas du maire du Havre, c'est sûr, c'est quelqu'un qui est un peu plus médiatisé. Mais tous ont en commun, voilà, d'être élus. On est 600 000 en France à avoir un mandat local. Et cette fédération a aussi pour but de donner envie à des femmes, à des hommes de s'engager. Et le 15 mars, il y aura les élections municipales. Oui. Et on a besoin de candidats de bonne volonté pour s'impliquer dans nos communes. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup Raphaël Reguer et félicitations pour cette initiative, ces initiatives géniales. C'était la Fédération française des trucs qui marchent. On continuera évidemment à suivre vos actions. À très bientôt, merci beaucoup. Moi je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Je vous souhaite une excellente soirée.